dans Face à l'Union, l'émission où nous proposons des questions, où nous posons des questions, j'y arrive, sans détour pour éclairer nos concitoyens. À quelques jours de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, nous recevons un acteur clé de la scène politique gabonaise, Alain-Claude Bilibinze, ancien Premier ministre, figure influente du Parti démocratique gabonais. Il est aujourd'hui candidat et prône la rupture avec un système qui l'a pourtant longtemps servi. Quelles sont ses motivations? Comment compte-t-il convaincre les électeurs malgré les avis divergents d'une partie de la population? Est-il vraiment l'homme de la situation? Monsieur Alain-Claude Bilibinze, bienvenue sur Face à l'Union. Bonjour madame, merci. Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. Quelles sont vos motivations? Un homme politique qui se respecte réfléchit à ce qu'il a proposé pour son pays. Et je pense que mon parcours politique, d'abord dans l'opposition au système, parce qu'on retient toujours que j'ai été Premier ministre, mais je n'ai pas commencé par cela. J'ai été leader étudiant avec des difficultés que j'ai connues. J'ai été acteur de l'opposition avec les hauts et les bas avant de devenir une personnalité influente du parti au pouvoir. Et donc, j'ai des projets, j'ai des choses à proposer pour mon pays, j'ai une expérience, un parcours, et je suis allé au contact des Gabonaises et des Gabonais. Et je pense que le moment est venu pour que j'exprime ce que je pense, quelle est ma vision du pays. Et c'est une vision que j'ai forgée depuis de longues années. Et il est temps aujourd'hui de la proposer aux Gabonaises et aux Gabonais. Alors, avant l'avènement du 30 août de 2023, avez-vous aspiré à la magistrature suprême? Je me suis engagé en politique pour offrir le meilleur à mon pays, d'abord le meilleur de moi-même. Et un parcours politique, lorsqu'on arrive à un certain nombre de responsabilités, il est normal d'avoir des ambitions pour son pays. J'y ai pensé. Avais-je l'opportunité de l'exprimer? J'étais dans un parti politique, le PDG, avec un chef, et ce chef était aux responsabilités. Chacun était donc ses ambitions. Lui n'étant plus là, j'exprime clairement mes ambitions, et personne aujourd'hui n'est surpris, en réalité, que je me présente candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'Ali Bongo lui-même, là où il se trouve, c'est que dans ma tête, et lui le savait également, que le jour où il ne serait plus là, je serai candidat. L'actuel président de la transition le sait également. Donc, ça ne surprend personne. Nous avons suivi un peu toutes les récriminations faites à l'équipe en charge de la transition. Toutes ces récriminations sont-elles la raison de votre engagement? Je viens de vous indiquer que mon engagement, il est bien antérieur à cela. Simplement, en face de moi aujourd'hui, j'ai des hommes qui ont menti aux Gabonais, qui ont pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. J'ai des hommes qui ont dit qu'ils viennent restaurer les institutions, ils ne l'ont pas fait. J'ai des hommes qui ont dit qu'ils vont rendre le pouvoir aux civils, ils ne l'ont pas fait. J'ai des hommes qui ont dit qu'ils vont rendre la dignité au Gabon, ils ne l'ont pas fait. Et cet ensemble de choses m'amène à me dire que finalement, il a prôné une rupture, il n'incarne pas, il incarne la continuité. Or, la continuité de ce système, c'est la situation dans laquelle le Gabon se trouve aujourd'hui. C'est un système que j'ai servi, que je connais, que j'assume, mais dont je pense aujourd'hui qu'il ne peut pas continuer parce qu'il ne propose rien d'autre que ce qui s'est fait par le passé. Et cette campagne qui est menée aujourd'hui par le président du CTRI, vous enlevez simplement sa photo, vous mettez celle d'Ali Bongo, c'est la même campagne. Pourquoi le dites-vous? Avec les mêmes acteurs, mais regardez vous-même cette campagne. Les acteurs sont les mêmes, les affiches sont quasiment les mêmes, l'iconographie est la même, les scènes sont les mêmes, les artistes qui pressent sont les mêmes, et les discours sont les mêmes. Peut-être parce que ces personnes se retrouvent dans le discours qu'ils proposent, dans le message qu'ils proposent. Très bien, mais ces personnes se retrouvaient hier dans Ali Bongo, alors quel est le changement? Peut-être au niveau des offres qu'ils proposent justement. Vous connaissez une offre qui propose là, qui est différente de ce qu'Ali Bongo a proposé? Il y a que les Gabonais, que vous connaissez peut-être mieux que moi, pour avoir été Premier ministre, les Gabonais ne demandent pas peut-être beaucoup de choses. Qu'il y ait la route, qu'il y ait des hôpitaux complètement réaménagés. À propos de route, madame, vous êtes journaliste, il a dit qu'il a bitumé 1950 km de route. Avez-vous vérifié où sont ces kilomètres de route? Non, ça n'existe pas. Et donc, quand on est à la tête de l'État, on ne fait pas ça. On ne peut pas dire une chose qui n'est pas prouvable, démontrable. Vous êtes journaliste, dites-moi quelles sont les tronçons de route qui ont été bitumés en 19 mois. Dites-moi, c'est quel village qui a été impacté par cela? Dans quelle province? Dites-le-moi, ça n'existe pas. Et donc, dès cet instant-là, on ne peut pas continuer avec une stratégie de manipulation de l'opinion en donnant comme ça des chiffres que personne ne peut vérifier, mais comme nous disent les tronçons de route qui ont été bitumés. Et c'est cela, la rupture que je prône. Arrêtons de dire ce qui n'est pas et disons enfin la vérité aux Gabonais. Comment allez-vous procéder justement? Vous proposez la rupture. Quelle est la recette miracle que vous proposez pour un nouveau Gabon? D'abord, pourquoi parlez-vous de recette miracle? La recette miracle n'existe pas.
il y a l'expérience de ce que nous sommes, de ce que nous avons été. J'assume ce qui a été bien fait, mais je rejette ce qui a été mal fait. Il n'y a pas de recette miracle. La recette aujourd'hui, c'est d'appliquer enfin ce que nous proposons aux Gabonaises et aux Gabonais. 3 choses fondamentales pour ce qui me concerne. La première chose, rompre avec une économie de rente qui n'a pas développé le pays. Comment comptez-vous faire? Ça fait 80 ans qu'on exploite le manganèse, le pétrole, le bois, un peu plus tôt d'ailleurs. Et ces 3 matières premières sont les principales sources du pays depuis maintenant 60 ans. On ne peut pas continuer ici. Je propose donc de diversifier l'économie en allant chercher de nouveaux secteurs d'activité. L'agriculture, la pêche, le numérique sont des secteurs aujourd'hui qu'il faut développer pour diversifier l'économie. L'industrialisation du pays également, la transformation locale des matières premières sont des éléments clés pour développer le pays, avec la formation professionnelle qui fera en sorte que nous ayons aujourd'hui des acteurs adaptés à nos besoins de développement. Et donc, ce n'est pas du miracle, ça existe, on doit pouvoir le faire. Deuxième chose, rompre avec un système politique qui favorise le clientélisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut remettre en place l'ascenseur social, l'égalité des chances. Aujourd'hui, si on n'a personne en haut, on ne peut pas s'en sortir. Je connais ce système et je vois ce qui est aujourd'hui le club des copains, coquins et consanguins. Il faut mettre un terme à cela. La troisième chose, l'état de droit, les libertés publiques, la question de la justice qui doit être indépendante. Donc, ce sont des éléments concrets. Et enfin, à propos de la question de la justice, comment justement comptez-vous mettre en œuvre ce point pourtant important? Mais d'abord, j'estime que le président n'a plus à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que la justice soit totalement indépendante, elle ne soit plus sous l'influence des acteurs politiques, qu'elle ne reçoive pas ses instructions. Quand vous avez un président qui vous dit qu'il connaît un dossier d'instruction, il viole le secret de l'instruction. Quand vous avez un président qui vous a dit que lui, à un moment donné, il a fabriqué des preuves pour mettre les gens en prison, c'est très grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une justice qui n'est pas indépendante, il faut la rendre indépendante. Et je voulais dire, madame, que moi, je me suis engagé en politique en tant que fils de prolétaire. Et lorsque je parcours le pays, je rentre dans les maisons et je vois la pauvreté des gens. Et j'estime aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire de politique en tirant des plans sur la comète, alors que la situation des Gabonaises et des Gabonais aujourd'hui est dramatique. Il faut donc remettre la politique au cœur de nos préoccupations, d'abord la question du social. Et c'est pour cela que je propose 3 éléments clés. Accompagner les jeunes en quête d'emploi par l'octroi d'une indemnité premier emploi, de sorte que cet enfant qui est sorti de formation reçoive 80% de la dernière bourse qu'il a perçue. Et s'il n'était pas boursier, on l'aligne sur les 80% que les autres percevaient dans leur formation. Deuxième année, 60%. Si au bout de la deuxième année, il n'a pas trouvé un emploi, l'État l'installe dans sa première entreprise en tant qu'entreprise individuelle. Ça s'est fait ailleurs avec des résultats probants. On peut l'appliquer ici. Deuxièmement, accompagner les personnes du 3e âge, seules, isolées, les handicapés, avec une allocation vieillesse ou handicap, de sorte qu'ils puissent avoir de quoi s'en sortir convenablement. Et enfin, mettre en place ce que j'ai appelé le revenu universel garanti, accordé à chaque Gabonais dans le besoin. Et lorsqu'on a pu mener une enquête pour démontrer qu'il n'a pas d'autres revenus, 150 000 francs CFA par mois, j'ai fait des calculs, c'est faisable. Alors, comment justement comptez-vous mettre en œuvre tout ce projet? Parce que vous savez mieux que moi que tout ceci demandera beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Comptez-vous avoir l'investissement nécessaire, sinon les finances nécessaires à la mise en œuvre de ce projet ambitieux? D'abord, il y aura 0 endettement supplémentaire par rapport à ce projet. Nous allons chercher des ressources où elles existent. C'est pour cela que j'ai dit il faut d'abord regarder la question des finances publiques, la suppression d'un certain nombre d'institutions inutiles Notamment, qui ne servent à rien. Le Sénat. Il faut supprimer le Sénat. Il faut supprimer le Conseil économique et social. Il faut supprimer la médiature de la République. Il faut supprimer le CND. Lorsqu'on a supprimé tout cela, dans la loi de finances actuelle, on dégage une économie de 22 milliards de francs CFA dans la loi de finances actuelle. À côté de cela, j'ai dit qu'on prend 10% des ressources du pétrole, 10% des ressources du manganèse, on y ajoute le bois. En totalité, nous sommes autour de 280 et quelques milliards de francs CFA, ce qui permet, en donnant à chacun 150 000 francs CFA par mois, de sortir 160 000 Gabonais de la pauvreté automatiquement. C'est faisable sans endetter l'État. Nous avons calculé sur la base de la loi de finances actuelle, sans aller chercher autre chose, même pas alourdir les impôts. Donc voilà ce que nous avons fait et nous allons les détailler auprès des Gabonaises et des Gabonais qui le comprennent parfaitement bien. Dès qu'il s'agit de s'occuper des pauvres, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand il s'agit d'octroyer des primes à ceux qui ont déjà des salaires, là on trouve de l'argent. vous comptez supprimer les primes alors? Je n'ai pas dit cela. Je dis qu'il faut pouvoir rééquilibrer. Lorsque vous avez 160 000 personnes qui acquièrent maintenant un revenu, vous dynamisez l'économie. Il y a une économie locale qui se met en place.
Chacun dans son village peut nous emmener une activité et en réalité, c'est le Gabon qui gagne. Qu'est-ce qu'on gagne à maintenir les gens dans la pauvreté? Rien du tout. Et donc moi, c'est fort de mon expérience, fort de ce que je vais sur le terrain écouter les uns les autres, que je fais cette proposition concrète pour sortir les Gabonais de la pauvreté. Vous avez fait votre mea culpa sur expression directe. Pensez-vous que vos excuses suffiront justement pour que les Gabonais vous accordent leur confiance le 12 avril prochain? Vous savez, madame, moi, je ne suis pas maître de ce que pensent les uns et les autres. Je suis maître de ce que je pense. Et ce que je dis, c'est qu'il m'est arrivé de commettre des erreurs. J'ai annoncé un certain nombre de chiffres lorsque j'étais porte-parole en 2016. Cela m'a été beaucoup reproché, mais j'ai annoncé des chiffres officiels. Et j'ai rencontré des familles de victimes qui m'ont expliqué la situation, qui m'ont dit, par exemple, M. Mavioga, César, il m'a dit qu'il était au quartier avec son enfant. Et son enfant n'est pas mort au QG ni dans les émeutes. Son enfant est mort dans sa maison, devant sa maison. Je ne le savais pas, madame. Je ne savais pas qu'au PK12, au PK8 plutôt, cet enfant avait été tué devant sa propre maison. C'était le petit frère de madame Mengue. Je ne le savais pas. Et donc, lorsqu'on écoute les témoignages des gens, il faut pouvoir avoir l'humilité de dire « je suis désolé, pardonnez-moi ». Est-ce qu'ils vont me pardonner? Je ne sais pas. Mais je demande pardon au peuple gabonais parce que j'ai donné des chiffres qui étaient des chiffres officiels. Je n'ai pas mené d'enquête. Je n'étais pas en responsabilité pour mener des enquêtes. Est-ce que cela changera quelque chose? Je n'en sais rien. Mais ça change une chose en moi, déjà. C'est de pouvoir me soulager ma conscience en demandant pardon aux Gabonais et aux Gabonais. Oui, mais il n'y a pas que l'événement de 2016 qui reste gravé dans la mémoire. Il y a aussi eu le drame d'Esther Miracle qui reste aussi. Et qu'est-ce que j'ai à voir dans le drame d'Esther Miracle? Vous étiez Premier ministre à l'époque et donc certains estiment que toutes les failles constatées auraient pu être corrigées. Mais madame, j'ai été nommé Premier ministre le 9 janvier 2023. L'accident d'Esther Miracle intervient le 9 mars 2023. En 2 mois, j'aurais pu corriger les failles d'un système qui était là depuis 60 ans. Ce que j'ai fait, j'ai mené une enquête administrative. Et à côté de ça, une enquête pénale. Un certain nombre de responsables ont été pris et ils sont en prison aujourd'hui. Nous avons déterminé les responsabilités administratives. J'avais pris la résolution à l'époque d'interdire l'élevage de nuit. On a constaté que ce bateau n'aurait jamais dû être autorisé à prendre la mer. Qui a été avant moi aux responsabilités? Qui a donné les autorisations avant moi? Avant d'être Premier ministre, j'étais ministre de quoi? Ministre de l'Énergie. Quel était mon rapport avec Esther Miracle? Il y a eu un ministre des Transports. Il y a eu un directeur général de marine marchande. Pourquoi cherchons-nous systématiquement à accuser ceux qui n'ont rien à voir avec des responsabilités directes ou indirectes? Est-ce qu'avoir été Premier ministre, ça devient une faute dans ce pays? Combien y a-t-il de Premier ministres avant moi? Vous vous souvenez de l'histoire de Gabon Express dans ce pays? Vous saviez qu'il était ministre des Transports à l'époque? Pourquoi ne reproche-t-on pas cela à Mme Issambo à chacune de ses sorties? Elle qui était ministre lorsqu'il y a eu ce drame, cet avion qui n'aurait jamais dû prendre l'air. Pourquoi on ne reproche jamais ça? Et donc, moi, je suis là pour dire aux Gabonais la vérité. Et Esther Miracle, j'ai pris mes responsabilités en menant une enquête qui a mené les gens en prison et qui a suspendu d'autres fonctionnaires. Et aujourd'hui, malheureusement, on a autorisé à nouveau la navigation de nuit sans tirer les leçons de ce qui s'était passé. C'est pour cela que, entre autres, je demande qu'il y ait une commission vérité, justice et réconciliation pour que nous sachions ce qui s'est passé dans notre pays et qu'on répare le pays, qu'on cesse comme cela de trouver des boucs émissaires. Je ne serai pas le bouc émissaire de s'il y a dysfonctionné dans ce pays. Êtes-vous prêt à assumer les conséquences de cette commission, les décisions qui seront prises? Mais bien entendu, je n'ai rien à me reprocher, je suis prêt à répondre. Mais est-ce que tout le monde est prêt à répondre? Pourquoi, selon vous, cette commission n'est toujours pas mise en place? Mais parce que ceux qui doivent la mettre en place n'ont pas intérêt. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé, parce qu'ils se protègent mutuellement. Et donc, dans ce système où les uns et les autres se protègent, ils ne peuvent pas la mettre en place. Regardez, on m'accuse d'avoir dit qu'il y a eu 8 morts. J'ai donné les chiffres officiels. Mais ceux qui ont dit qu'il y a eu 300 morts, ils sont où? Pourquoi ils n'en parlent plus? Ils sont au gouvernement. Le ministre de la Justice disait qu'il y a eu des charniers. Il est ministre de la Justice depuis bientôt 2 ans. Qu'attend-il pour faire une enquête? Madame Issambo Paulette était là pour dire qu'il y a eu des charniers. Elle est présidente du Sénat, pourquoi elle n'ouvre pas l'enquête? Il y en a d'autres dans ce gouvernement qui en parlaient, pourquoi ils n'en parlent plus? Donc moi, je demande cette commission pour que les Gabonais sachent quelle a été la vérité de toute cette histoire. Alors, vous avez été membre influent du Parti démocratique gabonais. Alain Claude Billy Bizet, président de la République, compte-t-il
travailler aux côtés, avoir à ses côtés certains membres de du Parti démocratique gabonais ou pas? Je ne sais pas si j'ai été plus influent que d'autres personnalités de ce pays dans ce parti. J'ai pris ma part de responsabilité et j'ai rompu avec le PDG. Lorsque j'étais aux responsabilités comme ministre, j'ai travaillé avec tous les Gabonais que j'ai trouvés. Je ne travaille pas uniquement avec ceux qui pensent comme moi. En revanche, celui qui vient faire du militantisme au bureau n'a pas sa place. Celui qui vient faire de la technique a sa place. Et dans tous les partis au Gabon, au PDG, à l'Union nationale ou ailleurs, on a des compatriotes qui sont bien formés, on travaillera avec eux, mais ils ne viennent pas faire la politique avec l'administration. Alors, parmi les mots qui minent la société gabonaise, il y a l'éducation et la santé. Qu'est-ce que vous avez prévu pour améliorer le système éducatif gabonais? D'abord, le système éducatif gabonais, ce n'est pas seulement construire les bâtiments, ce n'est pas seulement former les enseignants, c'est qu'est-ce qu'on a comme contenu dans cette formation. À quoi formons-nous nos enfants? Est-ce qu'on les forme à s'autonomiser? Est-ce qu'on les forme à entreprendre? Ou est-ce qu'on les forme uniquement à des administratifs? Donc, il y a la question du contenu qu'il faudra examiner. Ce que j'ai prévu, moi, c'est d'abord la question de la réforme de ce système, en mettant en place une équipe d'experts indépendants, gabonais et étrangers, sur la question du système éducatif gabonais, comment le réformer. Et ensuite mettre l'accent sur la formation professionnelle. Il y a eu les états généraux de l'éducation. Vous n'allez pas tenir compte des conclusions des états généraux? Madame, vous savez, nous évoluons, le monde évolue. Les états généraux dont vous parlez, ça fait plus de 10 ans maintenant, je crois. Il faut pouvoir évoluer. S'il y a des choses importantes à maintenir, on les maintient. Mais il n'empêche qu'on peut toujours interroger la société gabonaise, quel genre d'école voulons-nous? Il y a des acteurs de l'éducation nationale qui sont les professionnels de cette éducation nationale, mais les parents existent également. Comment on fait pour déterminer ensemble le contenu de ce que doit être l'éducation nationale et qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Il faut interroger la société gabonaise et avancer. Et ensuite, je mettrai l'accent sur la formation professionnelle. J'ai indiqué tantôt sur la question de la réforme de l'économie et de sa diversification, la question de l'agriculture. Est-ce qu'on peut faire l'agriculture sans des lycées agricoles? Je propose dans le projet qu'on en crée dans chaque capitale provinciale pour développer demain l'agriculture. De même que la question de la pêche, nous avons une façade maritime très importante, une surface en mer qui est presque aussi importante que la surface terrestre. On n'a pas d'industrie de pêche, on n'a pas d'armement gabonais. Il faut donc pouvoir se développer dans ces secteurs-là. Oui, nous le ferons. La santé. D'abord, la santé préventive. Nous avons aujourd'hui Libreville et ses environs, c'est des marécages partout. Dès qu'il pleut, tout le monde a le paludisme. Il faut donc faire la prévention en éliminant tous ces vecteurs-là. Et ensuite faire en sorte qu'il y ait la médecine de proximité. Les dispensaires de quartier, il en faut pour cesser d'engorger les centres hospitaliers universitaires où on part parce qu'on a mal à la tête, on part pour un palu. Ça doit être traité dans les dispensaires de quartier avant d'aller aux hôpitaux d'arrondissement. Et ensuite, maintenant, la médecine itinérante. Donc, on a un projet dessus pour accompagner et réformer la CNAMGS avec la politique du médicament. À ce jour, sur une ville comme Port-Gentil, presque 200 000 habitants, sinon plus, vous avez une seule pharmacie qui prend la CNAMGS 80 personnes par jour. C'est un scandale. À Libreville, certaines pharmacies ne servent que jusqu'à midi. Il faut donc réformer la CNAMGS, que l'État joue son rôle, que l'État paye ses dettes, mais toutes ses dettes, pour permettre à cette caisse de pouvoir soulager les populations gabonaises. Justement, à propos de la dette, comment l'État pourrait éponger la dette qui l'accable aujourd'hui? Déjà, en n'accroissant pas l'autre dette. Aujourd'hui, vous avez une dette, on la cache, hein, on dit 850 000 milliards. Très bien, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 8 500 milliards, pardon. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de faire en sorte que la question de la dette, c'est d'abord, nous sommes endettés pourquoi? Tout pays qui veut se développer doit pouvoir s'endetter. Le sujet n'est pas l'endettement. Le sujet, c'est pourquoi nous sommes endettés et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Lorsque je parle à la commission Vérité, Justice et Réconciliation, cette question de l'endettement de l'État en fera partie. À quoi cette dette a-t-elle servi? Qui en a profité? Pourquoi on n'a pas les réalisations? Il faut interroger cela. Et après, dans mon programme, l'axe numéro 1, c'est la question des finances publiques. Pour avoir un élément clair sur les finances publiques et nous asseoir avec les bailleurs de fonds, comment on fait pour rééchelonner la dette, pour regarder de quelle manière on se donne des marges de manœuvre et revenir aux indicateurs de performance auxquels nous avons souscrit au niveau de la CEMAC, c'est-à-dire ne pas dépasser 70% du taux d'endettement au niveau du rapport avec notre PIB. C'est possible avec le niveau de ressources financières qui reste encore, qui est
insuffisant au Gabon? Vous pensez que c'est possible? Non, madame, les ressources financières ne sont pas insuffisantes. C'est l'exécution du budget. Est-ce que nous arrivons à collecter l'impôt qui est prévu dans la loi de finances? Est-ce que nous arrivons à exécuter ce qui est prévu? C'est d'abord cela. Ça veut dire quelles sont nos ressources, quelles sont nos dépenses et comment on équilibre cela. Et après, si on n'a pas suffisamment de ressources, il y a toujours la question des ressources d'emprunt. Or, ce qui se produit depuis des années et des années, c'est que notre budget n'est équilibré que par l'emprunt. Ça veut dire que nous empruntons aujourd'hui pour financer le fonctionnement. Et cela n'est pas normal. Il faut pouvoir emprunter pour financer l'investissement et fonctionner avec nos ressources propres sans aller chercher des emprunts pour payer les salaires. Aujourd'hui, chaque fin du mois, l'État doit emprunter auprès des banques locales pour compléter de quoi payer les salaires. Il faut sortir de ce cercle vicieux pour arriver à un cercle vertueux pour un endettement efficace qui aille vers le développement, c'est-à-dire l'investissement. Alors, Alain-Claude Billy-Bizet, en 2025, c'est aussi l'énergie au Gabon, l'eau et l'énergie. Vous avez été ministre de l'énergie et parmi les projets que vous avez portés, il y avait le Pied-Pal. Et aujourd'hui, il y a encore ces Gabonais qui n'ont pas l'eau dans les robinets. Qu'est-ce que vous proposez justement? Mais ça fait 2 ans que j'ai quitté le ministère de l'Énergie. La vraie question, c'est pourquoi ce projet n'est pas terminé depuis 2 ans. Vous voyez, il aurait dû s'achever en décembre 2023. Nous sommes maintenant en avril 2025. Il n'est toujours pas achevé. Et donc, il faut se poser de bonnes questions. Aujourd'hui, la question de l'eau est une question essentielle. À côté du programme Pied-Pal que nous avons lancé et pour lequel j'ai été sur le terrain quasiment tous les jours, nous avons emprunté auprès de la BGFI 100 milliards de francs pour le compte de la SEG. 40 milliards devaient servir à financer une usine de traitement d'eau potable en Bomo, entre Ntoum et Coco Beach. Pourquoi cette usine n'est toujours pas terminée pour offrir l'eau aux Gabonais? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, c'est des problèmes qu'il faut régler. Quand j'étais ministre de l'Énergie, il y avait déjà plusieurs projets engagés. Mais je les ai engagés, madame. Oui. Ils ne sont pas finalisés. Ce n'est plus ma faute là. Mais par contre, c'est moi qui ai fait le code de l'eau. J'ai fait le code de l'énergie. C'est moi qui ai fait la convention avec la SEG. C'est moi qui, pour la première fois, ai réussi à établir dans notre pays un partenariat pour faire en sorte que la Banque mondiale finance dans notre pays une étude sur le schéma directeur, production, transport et distribution de l'énergie. Tous ces documents existent. Moi, président de la République, je mettrai en œuvre ce schéma directeur qui concerne l'ensemble du pays avec tout le potentiel qu'on a. Et dans mon programme, je mets un accent sur la question de l'eau. Le Gabon a des ressources en eau abondantes et il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les gens meurent d'inondations et n'ont pas d'eau dans le robinet. Il faut régler ce problème. Alors, il y a un partenaire turc qui s'est associé justement et qui propose des services pour résoudre le problème de l'énergie. Vous, président, allez-vous continuer à travailler avec les Je Turcs? le mettrai à la porte automatiquement. Pourquoi donc, à partir du moment où ils essaient de résoudre le problème de l'énergie? Mais je vous explique pourquoi, madame. Déjà, ils sont là, il y a toujours des coupures. Donc, ce n'est pas la solution. Et ensuite, lorsque j'étais ministre de l'Énergie, je les ai reçus et j'ai refusé leur solution parce que leur solution ne permettra pas à la SEG de se développer. Nous avons aujourd'hui au sein de la SEG des besoins de financement de 400 milliards de francs. L'État doit plus de 100 milliards de francs à la SEG. Les particuliers doivent plus de 100 milliards de francs à la SEG. Il faut donc aider la SEG déjà à faire du recouvrement sur ce qui lui est dû. Première chose. Deuxième chose, au lieu de faire la Cité de la démocratie à 260 milliards de francs CFA, on prenait cet argent, s'il existe, pour financer la SEG, pour soulager les populations gabonaises. Qui va habiter la Cité de la démocratie? C'est un investissement inutile. Ali Bongo a eu tort de détruire ce qui existait. Celui qui est là a tort de faire cet investissement alors qu'on n'a pas d'hôpitaux, qu'on n'a pas d'université, qu'on n'a pas d'école. Il faut investir intelligemment. Et donc, moi, Kaparochip, je les mettrai automatiquement à la porte et je mettrai à disposition de la SEG les ressources suffisantes. Mais à côté de cette question de la SEG, il va falloir interroger la question des actionnaires privés de la SEG. Jusqu'à présent, on n'interroge que l'État. Mais quid des actionnaires personnes physiques et personnes morales qui ont pris des participations à la SEG et qui aujourd'hui laissent l'État seul investir? Vous comptez faire un nettoyage? Bien entendu. Mais l'actionnaire qui ne répond pas, il devra partir. Il faut recapitaliser la SEG, faire une augmentation de capital. Celui qui ne suivra pas, le phénomène naturel de l'éviction fera en sorte qu'il s'en aille. On ne pourra pas continuer à faire peser sur l'État et donc sur le contribuable l'investissement seul au niveau de la SEG alors qu'il y a des partenaires privés, personnes morales et personnes physiques. Alors, M. Alain-Claude, vous êtes candidat à la présidentielle. Il y a des Gabonais qui vous regardent.
Quel message avez-vous à adresser à ces personnes qui devront choisir le candidat que vous êtes au soir le 12 avril prochain? Je suis candidat pour en finir avec un système qui n'a pas aidé notre pays à se développer. Je ne parle pas des hommes, je parle du système. Les meilleurs des hommes que vous prenez, vous les mettez dans un système frelaté, il n'y aura rien de bon qui en sortira. Ce système est mauvais. Omar Bongo, qui l'a créé, en a fait le bilan. Il a dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il a fait le bilan de son système et il fallait en finir avec ce système-là. Il a survécu. Aujourd'hui, il faut l'arrêter. Et je déplore que ceux qui ont fait le coup d'État aient finalement chaussé les bottes de ce même système. Et ils n'iront nulle part avec ça. Donc il y a d'un côté le choix entre la continuité qu'incarne le président de la transition et la rupture que je propose. Je ne propose pas une rupture pour rompre. Je propose une rupture pour une nouvelle espérance, pour un nouvel horizon. Tournons le dos au passé, orientons-nous vers l'avenir, en prenant toutes les leçons du passé pour nous orienter vers un avenir qu'on construit tous ensemble. C'est le message que je passe. Je sais de quoi je parle. J'ai servi ce système, je ne le renie pas. J'y ai été. J'en connais les forces et les faiblesses. Et hélas, les faiblesses sont plus importantes que les forces. Il faut en finir avec ce système. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, monsieur Alain-Claude Billy-Mézé, d'avoir répondu à l'appel de l'Union. Merci de vous être prêté aux questions. Bonne chance pour la suite. Merci, madame. Bonne chance à vous. Merci. Les Gabonais voteront le 12 avril prochain. Croyez-vous en sa capacité à incarner la rupture qu'il promet? Le débat est ouvert. Continuez à suivre Face à l'Union pour décrypter ensemble les enjeux de cette élection cruciale. À très bientôt.